risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, François Legault demande aux enseignants d'arrêter leur grève. Ceux-ci répondent qu'il fait de l'hypocrisie. Des éducatrices scolaires incapables d'avoir un horaire à temps plein malgré la pénurie dans les éducations. Christian Dubé interpellé sur la démission d'infirmières praticiennes spécialisées dans leur nouvelle clinique de l'Est de Montréal. Et l'élu mythomane George Santos est finalement expulsé du Congrès américain. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, on continue de suivre tout ce qui se passe dans le secteur public, les négociations avec les différents syndicats. Et la FAE, on avait déjà eu des indications cette semaine qu'on devait se rencontrer aujourd'hui, qu'il allait peut-être y avoir finalement des discussions pour arrêter la grève générale illimitée déclenchée par les 65 500 enseignants qui, en ce moment, je le rappelle, forcent la fermeture de 40% des écoles au Québec. C'est du jamais vu en 40 ans. Et le premier ministre François Legault a sauté sur l'occasion aujourd'hui pour y aller d'une demande presque d'implorer la FAE de cesser leur grève. On peut écouter le premier ministre. Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. On ne peut pas faire mal à nos enfants. On peut pas faire mal à nos enfants pour le bien de nos enfants. C'est l'argument donc des jeunes qui a été invoqué par François Legault pour demander ce que la FAE cesse tout ça. Puis du côté de la FAE, on a réagi en parlant d'hypocrisie, de chantage émotif aussi. C'est vraiment les mots qui sont revenus dans la bouche de la FAE qui n'ont toujours pas annoncé une cessation de leur grève à l'heure actuelle. Mario, est-ce qu'il a remis de l'huile sur le feu, le premier ministre, en faisant ça? C'est-à-dire que, est-ce que ça en a remis? Je pense que tout ce qu'il dit à ce point-ci, les syndiqués détestent tellement François Legault que tout ce qu'il dit, le fait d'ouvrir sa bouche, ça remet de l'huile sur le feu. Ouais. Attends, est-ce qu'il peut ne plus parler? Il est premier ministre du Québec. Si tu analyses le contenu de ce qu'il a dit, on vient d'entendre, c'est pas bon pour les enfants ce qu'on vit. J'espère que tout le monde le sait. Il demande aux enseignants d'arrêter la grève. Mais c'est pas comme s'il leur demandait de quoi de complètement fou. Ils sont en assemblée à étudier cette hypothèse d'arrêter la grève. Fait que je suppose que c'est une hypothèse qu'ils considèrent eux-mêmes. Peut-être que c'est pas ça qu'ils vont décider à la fin, mais c'est au moins à l'ordre du jour. Ils nous ont dit cette semaine qu'ils organisaient une assemblée pour prendre la décision est-ce qu'ils suspendaient leur grève. Le premier ministre leur dit « Moi, j'aimerais que vous suspendiez votre grève pour le bien des enfants. » Je veux dire, ils commentent une des hypothèses qu'eux-mêmes étudient. Bon, je sais pas. Puis, on va se dire la vérité. Oui, les parents, au point de départ, appuyaient la grève des enseignants. Je pense que les parents ont encore un soutien à la cause des enseignants. Mais aujourd'hui, François Legault parlait pour la majorité. Il n'y a plus une majorité de personnes au Québec. Pose la question dans un sondage net frais de sec. Souhaitez-vous que les écoles soient encore fermées lundi? Tu n'iras pas chercher une majorité de oui. Ouais. Une majorité de gens qui souhaiteraient, sans que les étudiants, que les enseignants, soient humiliés ou sans que les enseignants perdent leur cause. Oui, on veut que les conditions s'améliorent dans les écoles. Mais il y a une majorité de parents comme de citoyens du Québec qui espèrent que les écoles vont reprendre. Bon, voilà. Oui, et donc, il y a encore des discussions aussi qui achoppent, entre autres, sur la réduction de la taille des classes, de la composition des classes. C'est encore un des points qui est à l'ordre du jour en ce moment, parce qu'on n'a rien proposé du côté de François Legault de nouveau pour se rapprocher, justement, de la demande de la FAE en ce sens. Parce que les enseignants, eux, aimeraient qu'on réduise la taille des classes. Ce à quoi François Legault a répondu en disant que c'est impossible, parce qu'on n'a pas assez d'enseignants pour faire ça, même s'il comprend la demande en tant que telle. Il a réitéré tout de même la proposition de bonifier l'offre salariale qui est faite aux employés de l'État à ce moment-ci. Mais bon, ça reste encore qu'on achoppe sur certains points. Toujours pas de nouvelles, la FAE à ce point-ci. Non, mais les nouvelles, c'est pas un exemple du bonne nouvelle. Là. C'est un exemple de pas de nouvelles parce que là, tout est reporté. Il devait s'adresser à la presse en fin d'après-midi, vendredi. Bon, peut-être que je suis trop pessimiste, mais moi, hier, j'y croyais. À la fin de la grève, là, j'y crois beaucoup moins.
Puis pendant ce temps-là, il y a des exemples qui continuent de sortir dans le réseau scolaire qui démontrent une certaine incohérence, alors qu'on parle de plus en plus de pénurie dans les emplois, particulièrement au niveau des éducatrices, des techniciennes, des préposés, qui, en ce moment, dans le milieu de l'éducation, doivent souvent avoir plus qu'un emploi, Mario, pour être capable d'arriver à leur fin de mois, de boucler leur fin de mois, ni plus ni moins, parce qu'ils sont à temps partiel dans des écoles. Avoir un horaire à temps plein, c'est excessivement difficile. Donc, des postes qu'on dit qu'on en manque, mais ceux qu'on a sont pas capables de se bâtir un temps plein. Mais ça, c'est l'aberration de nos systèmes d'emploi et des centres de services scolaires. Parce qu'il y en a qui finissent par se faire un emploi à temps plein, mais en travaillant 2-3 places. Ben voilà, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on a à peu près dans le réseau 40 000 techniciens en éducation spécialisée, là, sans compter tous les autres emplois. Là, vraiment juste techniciens, éducation spécialisée, des TES, on en a 40 000. Mais ces employés-là travaillent un nombre d'heures qui est l'équivalent à 10 000 personnes à temps plein, soit le quart au grand complet de toutes les heures travaillées de ces gens-là. Ce qui est un peu aberrant, effectivement, comme tu le dis, Mario. Là, on parle d'un taux de précarité dans certains employés de soutien là, qui approche le 84 % de précarité. Donc, tu n'es pas capable de subvenir à tes besoins uniquement avec l'emploi que tu occupes. Et là, ben, c'est des techniciens interprètes, par exemple, qui travaillent avec des élèves qui sont sourds ou malentendants, qui ont témoigné en disant que eux, ben, aident les élèves à s'exprimer auprès de leurs professeurs, mais qu'après ça, ils peuvent pas aller les aider, par exemple, le dîner, ou à la récréation, ou au service de garde. Cet accompagnement-là, ben, on coupe des heures. Fait qu'on préfère prendre moins d'heures, avoir un emploi à temps partiel, alors qu'il y aurait des besoins là, qui pourraient quand même se compléter là, pour tous ces emplois-là. Fait que ça finit par revenir, Mario, dans les espèces d'incongruités de notre système. Du côté de la ministre Sonia Lebel, là, de la présidente du Conseil du Trésor, qui est au cœur de tout ce qui est négociation en ce moment, on dit que ça fait partie là, de tout ce qui est négociation en ce moment, de donner des tâches à temps plein à certains corps d'emploi en ce moment qui sont dans ces enjeux-là. Mais c'est peut-être quelque chose qui ressort comme ça en plein milieu des négociations qui est assez frappant, merci. Là. Mais c'est parce que... Je veux dire, on n'a pas assez d'une négociation. Un gouvernement n'a pas assez d'un mandat pour régler toutes les aberrations du secteur public. Là. Ouais, on s'entend. C'est le genre d'affaires que tu vois pas dans les entreprises privées. Là. C'est toutes sortes de patentes au gouvernement. Puis dans certains cas, tu essaies de régler des affaires de même. Le syndicat va te dire, ah ben là, il faudrait régler ça parce qu'ils ont raison, c'est aberrant. Puis là, quand tu vas venir pour le régler, ben là, tu vas te bêcher les pieds dans la convention collective. Fait que là, tu vas dire, ouais, mais là, la convention ne te permet pas de ceci, de cela. C'est tout ça qui fait dire à un certain point. C'est pour ça que moi, je suis très, très, très pessimiste. Puis je suis même plus dans les négos. Pour moi, les réseaux de l'éducation, les réseaux de la santé, tu mets ça quasiment dans la colonne des pertes de la société, c'est plus réglable. C'est trop gros, c'est trop bureaucratisé, il y a trop de règles, trop de conventions, trop de... Ça serait à reprendre à zéro. Là. Tu sais, je sais que je suis pessimiste, mais c'est quelque chose, tu dis... Reprendre à zéro le système de santé. Bon, puis personne tombe malade, puis personne se blesse, c'est ça, personne développe de maladie pendant 5 ans. On a besoin de régler ça. On leur met à la droite. Non, mais pour vrai... C'est fou, hein? Dans un restaurant, c'est ça que tu ferais. Tu fermerais une semaine, là, ou 10 jours, ou 2 semaines, là, plus de clients. Bon, on va remettre le restaurant à l'endroit, puis on va reprendre des clients après. Mais dans la santé et l'éducation, tu peux pas faire ça. Il y a toujours des clients. Il y a toujours des malades, il y a toujours... Fait que là, tu essaies de réparer ça en marche, mais c'est plus réparable. Ouais, puis ça devient difficile dans au niveau de l'éducation aussi, on l'a bien remarqué, là. C'est vers la fin de l'été, les classes commençaient dans moins d'un mois, que le ministre Bernard Drinville a dit en passant, il y a une pénurie d'enseignants sans précédent, il faut trouver des solutions de rechange. Là, à un moment donné, il pensait qu'il en manquait 8 000, mais finalement, les postes n'avaient pas été attribués parce que tout est organisé pour les attribuer à la dernière minute. Là, finalement, il en manquait juste 12. Ben, c'est décourageant. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Rien pour remédier à ton cynisme, Mario. On va sauter de l'éducation à la santé, alors que le ministre Christian Dubé a dû répondre aujourd'hui là, de ce qui a été rapporté dans les pages de la presse. Là. Tout d'abord, ce matin, concernant les infirmières praticiennes spécialisées qui sont dans la clinique, là, la nouvelle clinique d'IPS, donc d'infirmières praticiennes spécialisées dans l'est de Montréal. Semble-t-il que sur les 3 infirmières qui avaient là-dedans, il y en a 2 de ces IPS qui ont déjà démissionné, qui ont claqué la porte en raison, eux disent, d'enjeux qui touchent la qualité, la sécurité des soins, parlent d'obstacles qui ont été rencontrés dans la dernière année, de manque de stabilité des ressources, puis elle, claque la porte d'une ressource qui elle-même a été créée en espèce de cellule de crise pour régler le débrayage des urgences. Puis le ministre, sérieusement, là, je l'écoutais en direct, le ministre est obligé de répondre. 2 personnes démissionnent. Sur 3. Oui, mais sur 3, mais en même temps sur 100 000. Surtout sur dans le réseau de la santé. Du réseau de la santé, là.
Puis là, le ministre doit répondre de ça en chambre. Là. 2 personnes ont démissionné. Puis je dis pas qu'ils n'ont pas eu raison. Là. Je sais pas, là, ça se peut qu'il y ait un supérieur qui les a fait suer, qui n'ont pas d'écoute, que je sais pas, tu sais, des fois, là, chacun défend ça. Parce que là, on crée une nouvelle structure. Ça doit faire suer les autres autour qui disent, ben là, il y a une nouvelle patente, puis là, il faut leur prêter du personnel. Puis tout le monde défend là, sa petite chasse gardée, tout le monde défend son petit royaume, là, son petit carré de pelouse. Là, tout le monde défend en anglais, ils disent son turf, là, son petit carré de pelouse. Fait que là, pourquoi? Je sais pas du tout qu'est-ce qui a fait suer ces personnes-là au point qu'ils démissionnent. Mais que le ministre de la Santé du Québec... 2 personnes démissionnent. Il doit l'enquêter. Le ministre répond en chambre de ça. Puis, lui, il essaie de faire marcher un arfin. C'est impossible, je dis. Pas pour un vendredi après-midi. Là. Ouais, là, je fais juste jeter de l'huile sur le feu du cynisme. Hein, ça va pas bien. Mais comment tu vas régler ça un jour? Comment? Puis c'est une solution tellement logique d'avoir des infirmières praticiennes. Mais là, il était toi, il y en a 2 qui démissionnent. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas marché? Qui d'autre les a fait suer? Je suis sûr que ma prochaine nouvelle, Mario, va te mettre de meilleure humeur. Oui. Parlons toujours du système de santé. Ah, bon, mais ça va pas te mettre de meilleure humeur aujourd'hui, Mario. Et cette fois-ci, c'est un dossier de nos collègues du journal, entre autres la journaliste du Journal de Montréal, Héloïse Archambault, qui a sorti des cas de grossophobie vécus dans le système de santé. Puis c'est certain que grossophobe, c'est un terme qui a été utilisé beaucoup, parfois galvaudé dans les dernières années, mais qui, dans un contexte médical, mais prend quand même un sens qui est assez effarant, merci. Parce que là, c'est quasiment que ça peut coûter la vie à quelqu'un parce qu'on prend pas au sérieux son problème de santé parce qu'il y a un surpoids. Oui, c'était le cas d'un homme, entre autres, qui au final avait un cancer. Mais pas vieux, un père de famille. Oui, puis pour qui on n'arrêtait pas de ramener ça toujours à ses problèmes de poids, ses problèmes de poids. Puis certainement, des problèmes de poids peuvent être liés à toutes sortes de pathologies, entre autres, ou de risques de développer certaines pathologies. Mais là, on a d'autres cas. Par exemple, celui de Jessica Brodeur, qui, sans être directement dangereux pour elle, est carrément dérangeant parce que elle, c'est une femme âgée de 34 ans qui a vécu là, une grande partie de sa vie avec des troubles alimentaires. On parle d'orthorexie, de boulimie, d'hyperphagie, des problèmes comme ceux-là qui faisaient bien évidemment qu'elle était en sous-poids une grande partie de sa vie. Et là, elle faisait toutes sortes de suivis médicaux au travers des années et là, a fini là, ses troubles alimentaires depuis 2 ans, puis depuis qu'elle les a terminés, mais bien évidemment, a pris 100 livres au moins dans la dernière année. Mais ce qui ne l'amène pas à être quelqu'un d'obèse du tout. C'était quelqu'un qui était en sous-poids, on se comprend. Mais là, en 2022, rend visite à sa médecin de famille, il lui explique là, ses troubles alimentaires, elle a pris une prise de poids, elle dit, c'est sûr qu'avec mon historique, moi qui ai toujours voulu faire attention à ne pas reprendre de poids, mais d'en reprendre comme ça, c'est un peu difficile. Puis paf, première chose qu'on lui prescrit, Mario, immédiatement, l'Ozempic. Comme si c'était des petites vitamines, comme l'a décrit Mme Brodeur. Mais tout de suite, on lui dit, regardez, prenez l'Ozempic. Mais ça, c'est le nouveau remède miracle, l'Ozempic. Je peux dire qu'il s'en prend. Disons. C'est quelque chose. Là. Miracle entre guillemets, parce que c'est prescrit aux gens obèses depuis quelques années, parce que ça coupe l'appétit. D'accord, mais il y a toutes sortes d'effets secondaires. Diarrhée, fatigue, nausée. Là, et entre autres, tout un questionnement sur il arrive quoi si tu arrêtes de le prendre. Là? Est-ce que c'est quelque chose, on te met sur l'Ozempic, c'est pour la vie? Là? Non, c'est vraiment pas. Le problème, c'est qu'à minute où tu arrêtes de le prendre, tu reprends du poids. Tu reprends du poids, nécessairement. Là. C'est plus un plaster, si on veut, là, qu'une solution permanente autour de ça. Mais là, il faut comprendre. Tu as une jeune femme qui arrive dans ton bureau qui te dit « Toute ma vie, j'ai eu des problèmes alimentaires, je voulais pas m'alimenter, je me faisais vomir, etc. » Je connais pas, bien évidemment, tous les détails là, de la vie de Mme Brodeur. Mais tu viens, t'expliques ça à ta médecin, puis « Ah, t'as pris du poids, tu te trouves grosse, prends de l'Ozempic. » C'est des cas comme ça qui ont été rapportés un peu partout dans le système puis qui démontrent la grossophobie, c'est pas juste un terme qui est galvaudé par certaines personnes. Il y a des cas qui sont vécus puis qui sont parfois là, très, très réels. Tout savoir en 24 minutes. Un médecin de famille de Montréal ne pourra plus jamais soigner de femmes. C'est la décision que le Collège des médecins du Québec a pris tout en le radiant à nouveau 4 ans. À nouveau, parce que c'est pas la première infraction de nature sexuelle que commet le docteur Craig Smith, qui déjà avait été radié 3 ans en mai 2019. Une nouvelle, d'ailleurs, je me suis bien souvenu, Mario, qu'on a déjà traité ensemble ici à l'émission. Lui qui avait pris en photo les parties génitales d'une patiente à son insu, avait tenté de photographier une autre femme qui était seins nus à un autre moment, et là, avait été radié 3 ans. Mais maintenant, c'est une radiation de 4 ans qui vient s'ajouter à tout ça pour une histoire là, vraiment sordide. C'est la condition. On dit à son retour, il ne pourra plus soigner de femmes. Plus jamais soigner de femmes. Là, Mais tu sais que, comment je dirais, je sais qu'on manque de médecins, mais t'approches de dire
C'est rendu là, tu peux plus soigner la moitié de l'humanité parce que t'es pas capable de te contrôler. T'es proche de plus soigner pantoute, là. Ben c'est ça, parce que ça va venir impacter bien évidemment le champ de pratique qu'il a de médecin de famille, d'omnipraticien. Puis c'est une sanction, c'est ça qui est étrange. C'est une sanction qui est rare puis qui est sévère, bien évidemment, mais c'est quand même 2 infractions sexuelles alors que d'habitude, la radiation, quand on s'agit d'une nature d'inconduite sexuelle pour les médecins, c'est 5 ans. Là, on n'a jamais radié le minimum qu'on est censé radier, mais on décide de le couper de toutes les femmes par la suite, parce qu'il faut comprendre que les derniers faits qui lui sont reprochés au Centre médical Santé Mont-Royal sont assez effarants, merci. Là. Voit une jeune femme de 20 ans qui vient le voir pour une éruption cutanée au front. Et là, lui suggère de faire un examen gynécologique. Jeune femme comprend pas. Il insiste en disant que c'est pour vérifier pour une infection. Mais la patiente, c'est pas l'experte, finit par accepter. Et là, lui baisse ses culottes, lui introduit un doigt dans le vagin en faisant un examen de la vulve, lui demande de se pencher, va vérifier, regarde ses parties intimes, écarte ses fesses, tout ça. Je répète, pour une espèce d'éruption cutanée au front. Et là, lui dit, ben oui, mais c'était pour vérifier pour une possible infection. Puis dans le jugement, qu'on peut lire maintenant du Collège des médecins, le médecin lui-même semble pas réaliser toute la gravité des gestes qu'il a commis. Là, on va l'interdire de soigner les femmes, mais c'est fou. Mais tu comprends, c'est ça l'affaire, t'interdit de sortir des femmes, là. Moi, dans ma tête, être médecin, c'est un professionnalisme global, là, de traiter l'être humain, quel qu'il soit. Ça demande une éthique irréprochable. Ben oui, de bien traiter l'être humain, puis tout ça. Ben là, est-ce qu'on est si en manque de médecins que là, on commence à faire le tri, je sais pas, là. Si un médecin il est raciste, on va dire, toi, tu soigneras pas telle communauté parce que là, tu les aimes pas. Mais c'était pas l'éthique humaine de traiter l'ensemble des personnes correctement. Mais, il fait d'autres choses, là. En tout cas. Pour aller régler la pénurie d'enseignants? Non, mais c'est une décision, en tout cas, qui me laisse perplexe. Il faudrait qu'on me l'explique davantage. Mais je trouve ça sincèrement bizarre. Puis là, dire, mais ça, j'essaie de voir, tu peux travailler à l'hôpital. Écoute, la plupart des milieux médicaux, le monde arrive là, en vrac, là, des hommes, des femmes, elles sont malades. Là, une femme ne peut pas l'envoyer à lui, en tout cas. Économie. Mais nous sommes le 1er décembre, Mario, aujourd'hui, ce qui veut dire que là, officiellement, on peut commencer à arrêter d'être grincheux quand on parle de Noël. Là. Pour ceux qui le sont plus, je pense qu'à partir de l'Halloween, il y a déjà des gens qui étaient prêts à célébrer Noël. Il y a déjà de la musique dans les magasins, des gens qui écoutaient du Mariah Carey en boucle sur leur téléphone. Mais là, 1er décembre, on va se le permettre. C'est le temps de commencer à regarder pour la dinde. Le magasinage de Noël, mais aussi la dinde, Mario, effectivement. Et c'est, entre autres, le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie là, qui font souvent des analyses, des rapports sur les prix du marché puis le marché alimentaire en général. Et eux ont commencé à vérifier ce que ça va coûter. Et c'est en ce moment, cette année, en moyenne, pour un souper de Noël, 104,85 $ qui va devoir être dépensé. Tout ça pour recevoir une famille là, tablée de 4 à 6 personnes, dit-on, dans un souper traditionnel de Noël. 6 personnes, ils n'ont pas compté 6 bouteilles de vin à ce prix-là. Là. Ah non, le vin n'est pas inclus là-dedans, Mario. Moi aussi, tu vois, ça rentre dans mes calculs du souper de Noël, mais ils l'ont pas compté. Là, tu vois, c'est un festin. Non, je me suis trompé. Pour 6 personnes, c'est une bouteille de vin. Un verre chaque. Voilà, on suit les recommandations des J'avais compté une bouteille chaque, je suis distrait. On remercie Éducalcool et on les salue. Voilà, c'est une distraction que j'ai eue. Voilà, c'est un brain fart, comme on dit en anglais. Voilà. Une dinde avec farce, légumes d'accompagnement, tourtière et ragoût de boulettes. 104, une bouteille de vin, 12 piastres, ça fait 116. Voilà. Oui, une bouteille de vin à 12 $ de la SAC. Ça fait 116. Il y en a de moins en moins, mais on peut quand même s'en dénicher encore. 118. 14, voilà, on 118. est pas mal plus. 118. Ben oui, parce qu'on a calculé pour cette tablée-là, là, en gros, tout est partout, c'est 7 à 8 % d'augmentation. On le sait, dans la dernière année, l'inflation est venue impacter beaucoup le prix des aliments. Mais là, c'est surtout la dinde en elle-même qui gonfle le prix de beaucoup. Parce que si on remplace la dinde par du jambon, là, on n'est plus à 104 $. On peut faire un repas comme ça complet, là, légumes, tourtière, tout qui vient avec ça,
entre 36 et 67 $. Tu vois, c'est vraiment la dinde. Mais la dinde est bien chère. Mais c'est pas cher de la dinde d'habitude, ça? Mais là, semble-t-il, la dinde est de plus en plus chère. Puis là, on est au 1er décembre. C'est un peu niaiseux, mais le compte à rebours, il est commencé. Si ta chèche, là, c'est tout un gaspillage. Faut pas la sécher. Faut pas sécher la dinde. Avant de sécher la dinde, il faut aller chercher la dinde aussi. Ça, c'est une autre activité. Puis les épiciers Parce que si tu fais pas attention, là, c'est facile de sécher la dinde, là. C'est facile. Elle a une tendance naturelle. Elle demande rien qu'à ça, venir sèche, là. Voilà. Fait que tu veux pas que ta dinde... Fait que là, au prix que la dinde, faut être méticuleux pour bien réussir sa dinde. Faut lire son Ricardo de A à Z. Là. Voilà. Puis bien juter sur la dinde aussi pour éviter qu'elle fèche, comme tu viens de le dire. Mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est que surtout avec dans les observations de l'Université d'Alousie... Pourquoi? Parce que il me semble que c'était... Au contraire, il me semble que la dinde, c'était moins cher que certaines autres volailles. Ben, le budget de la dinde, ça a augmenté, ils disent, d'à peu près 5 %. Mais là, plus on avance vers Noël, puis c'est là qu'on prend ce facteur-là en compte, mais plus ça coûte cher dans les épiceries. Puis c'est des prix qui se font gonfler artificiellement par certains épiciers qui flairent les bonnes affaires. Tout comme le prix de la farce et des canneberges. Ça aussi, ça augmente plus on approche de Noël. Le problème, c'est que tu veux pas que ta dinde achèche. Tu veux pas aller chercher trop tôt, mais tu veux pas aller chercher ta dinde chèche. C'est un grand congélateur, tu pouvais l'acheter plus tôt, peut-être moins cher. Bon, ben, ça va nous prendre un grand congélateur à Noël. On mange encore de la dinde à Noël, forcément. C'est pas bon pour les animaux, ça, manger de la dinde. Non, mais on peut manger n'importe quoi, là. C'est vrai. C'est traditionnel, la dinde. Oui. Tu vois, ils mentionnent le jambon, eux, là-dedans. Ben là, ça bon, c'est à Pâques. Une bouteille de vin. 2 fêtes discriminatoires. Le Monde. Le Congrès américain a finalement, puis oui, je vais utiliser le terme finalement, destitué aujourd'hui le républicain George Santos, l'élu mythomane du Congrès qui avait menti à de nombreuses reprises sur son CV. Et depuis une enquête là, du New York Times, après son élection en novembre 2022, on se comprend, ça fait 1 an à peine qu'il est là, ben, il a dû se faire sacrer dehors par le Congrès américain, un processus qui est arrivé seulement 5 autres fois dans l'histoire américaine. Et je rappelle un peu, là, lui a menti en disant avoir travaillé dans des grandes banques américaines, a menti sur son diplôme de l'université. Ah oui, il a menti sur son diplôme à l'université. Il a menti en disant que c'est un Américain fier d'être juif, se présentait comme le petit-fils d'un survivant de l'Holocauste, ce qui n'était pas vraiment vrai. Après ça, ben, lui est inculpé d'escroquerie avant ses donateurs, blanchiment d'argent, fraude électronique. Et là, ben, finalement, on l'a destitué parce que c'est arrivé. Il y avait eu un premier vote le 17 novembre dernier, une première motion qui avait été déposée. Mais ça n'avait pas passé. Et là, depuis ce temps-là, rapport de la commission à l'éthique de la Chambre qui l'accusait d'avoir gravement discrédité l'institution. Et finalement, il y a eu assez de votes qui ont changé pour aller accuser plus formellement M. Santos qui s'est finalement fait mettre à la porte. Pour vous donner un exemple, là, le dernier élu de la Chambre des représentants qui avait été mis comme ça dehors, c'est un démocrate de l'Ohio, M. James Traficant, en 2002. C'était la dernière de ces occasions-là. Et lui avait eu quand même 10 chefs d'accusation contre lui, dont corruption. Une semaine plus tard, ben, il était condamné à 8 ans de prison. Mais les gars comme Santos, là, tu sais, qui sont capables de s'inventer une fausse vie, tu sais, je serais même pas surpris. Là, il était dans l'État de New York, là. Moi, tu vas le retrouver, mettons, dans 3 ans, là. Il va être pasteur d'une église en Nouvelle-Orléans avec plein de monde qui vont lui donner une partie de leur paye. Ben oui, plein de dons comme ça pour qu'ils construisent il va leur raconter une histoire là, que lui a vécue puis il a fait la guerre ou je sais pas quoi. Non, mais c'est des... Les mythomanes sont efficaces. Des bons raconteurs à propos d'eux-mêmes peuvent rembarquer, je te le dis, là. Retiens ce que, ben là, peut-être qu'ils vont faire de la prison parce qu'il y a quand même des crimes. Il y a du criminel dans son affaire. C'est ça. Mais je serais le moins surpris du monde de le voir réapparaître sous une nouvelle forme, dans un nouveau rôle où il va raconter toute une autre histoire avec des cheveux différents, une face différente, peut-être un nouveau nom, parce que là, lui, c'est sûr qu'il a fait les nouvelles pas mal. Ouais, pas mal, mais ça nuit, là. T'as absolument raison, là. Les mythomanes du genre, souvent, sont excessivement efficaces. On peut leur lever notre chapeau, au moins là-dessus. Ils ont un bon talent sur lequel, mais ils n'ont pas besoin de mentir. C'est de mentir, le talent lui-même. On revient maintenant à Elon Musk, parce que la survie de son réseau social X, anciennement Twitter, mais est en ce moment remise en question, même par Elon Musk lui-même, qui, encore une fois, il est allé d'une autre frasque mercredi, alors qu'il donnait un entretien public à New York. Et il a tenu des propos qui étaient quand même assez virulents, encore une fois, sur les annonceurs qui quittent en masse Twitter, X depuis un certain moment, depuis surtout des phrases d'Elon Musk, des tweets antisémites qui relaient, entre autres, des théories du complot antisémite. Il a dit il a dit qu'il regrettait, mais il s'est excusé. Il a dit que c'était le tweet le plus con de sa vie. Là. Ben, il s'est excusé, mais dans la même conférence où il s'est excusé, Mario, voici les propos qu'il a tenus envers les annonceurs. Don't advertise.
You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Si ils veulent faire du chantage avec de la publicité, avec de l'argent, qu'ils aillent se faire foutre. C'est sûr que c'est des propos qui peuvent être un tantinet déplacés quand Apple, Disney, IBM, des géants du monde se sont retirés des annonces et que ces annonces-là composent presque l'entièreté des revenus d'un réseau social comme X qui sont déjà, là, avant cette nouvelle frasque-là, était à 54% de baisse, de chute depuis un certain moment. Il a payé ça, c'est quoi? C'est 40 milliards qu'il a sorti pour acheter ça? 42? Quelque chose comme ça? Oui, c'était 40, 44 Donc, il a déjà perdu 42. une vingtaine de milliards, mais là, en même temps, ça se met à perdre de l'argent, je veux dire... C'est 44 milliards qu'il avait payé. Là, il disait déjà que ça avait perdu plus de la moitié. Ça risque de continuer en dégringolant. Je suis pas sûr que d'envoyer chier ses annonceurs, Mario, c'est une bonne tactique marketing. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.